Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 3 en géographie du programme de 5e concernant l'alimentation donc et la question comment nourrir l'humanité. Donc pour commencer, il est assez intéressant d'étudier ces deux caricatures. La première est une caricature de Cal, qui est un caricaturiste américain. Et cette caricature est assez intéressante puisque l'auteur, à travers une BD, montre son interrogation par rapport à la question des quantités alimentaires que possède la Terre par rapport à l'augmentation de la population, comme on peut le voir au travers les petits débris et ainsi que les dessins. La deuxième caricature est une caricature de Plantu, qui est un célèbre caricaturiste français, notamment pour le journal Le Monde. Et ce caricaturiste, à travers son dessin, fait apparaître le problème à la fois de la qualité alimentaire, puisqu'il évoque la question des OGM, mais également la question du partage inégal de la nourriture dans le monde, puisque on peut le voir à travers les personnages. Ces deux personnages n'ont pas la même corpulence et ne semblent pas avoir la même alimentation. Donc cette question de l'alimentation pose de nombreuses problématiques, mais la plus importante, ça va être tout simplement celle qui va être liée à la croissance de la population, puisque, on l'a vu dans les chapitres précédents, la population ne cesse d'augmenter de façon très importante. Et donc la problématique qu'on va se poser durant ce chapitre, c'est en quoi les besoins alimentaires doivent répondre à la croissance de la population mondiale tout en préservant l'environnement. Donc pour répondre à cette question, on va évoquer en fil rouge le cas du Brésil, qu'on avait pu voir en classe. Donc le Brésil, qui je le rappelle, est un pays émergent, et qui est l'un des pays les plus vastes de la planète, 8,5 millions de kilomètres carrés, et également un des plus peuplés, 200 millions d'habitants. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un pays qui connaît également une explosion démographique, donc une pression qui est de plus en plus importante sur l'alimentation. Donc pour commencer, on va étudier cette première partie qui va concerner une humanité toujours plus nombreuse à nourrir. Donc pour commencer, le constat de départ qu'on va mettre en avant, c'est que en 2020, la population compte 7,8 milliards d'habitants et cette population ne cesse d'augmenter. Malgré tout, ce que l'on peut dire, c'est qu'on n'a jamais autant produit de nourriture et cette dernière est normalement suffisante pour produire une nourriture suffisante, excusez-moi, pour l'humanité tout entière. En effet, alors que l'homme a un besoin d'environ 2500 kcal par jour, on estime que l'agriculture produit environ entre 2810 et 2850 kcal par personne, comme on peut le voir à la fois sur le petit repère qui est juste mis dans le diaporama, et ainsi que sur le graphique qui nous montre justement cette courbe de la production agricole. Par exemple, le Brésil est l'un des pays qui produit le plus dans le monde. Certains n'hésitent pas à l'appeler le grenier du monde, notamment puisque on peut le voir dans le tableau, ils produisent des milliers de tonnes de différents produits tels que le café, l'orange, le sucre, le soja ou même encore la viande. Et donc du coup, effectivement, cela en fait l'un des pays qui est un véritable producteur pour la population mondiale. Cependant, si l'on produit suffisamment, on constate, notamment à travers cette carte, que les rations caloriques sont inégales euh, en fonction des différentes régions où on se trouve dans le monde. En effet, si l'on regarde un peu cette carte, on voit que dans les pays développés et émergents, la ration calorique est supérieure à 2400 kilocalories. Dans la plupart des États de la planète, en effet, la population dispose des rations alimentaires suffisantes. Parfois, certains problèmes sont liés à cette surconsommation calorifique, donc notamment on compte plus de
1 milliard de personnes en surpoids, dont 671 millions de personnes en cas d'obésité. Donc l'obésité, c'est ce qu'on appelle l'excès de masse grasse entraînant des inconvénients pour la santé. Donc au niveau de la médecine, on met en avant le fait que ce sont des problèmes d'ordre physique, mais également psychologique, voire parfois social, comme vous pouvez voir sur le diaporama. À côté de ça, vous avez certains endroits de la planète, une quarantaine d'États, où la ration calorique est inférieure aux 2500 kilocalories que doit avoir l'homme. Notamment, vous pouvez le voir sur la carte, l'une des régions les plus concernées est l'Afrique subsaharienne. Euh, ce sont surtout les pays les moins avancés euh, où la population va souffrir le plus de sous-alimentation. C'est un véritable fléau car la malnutrition est responsable de 50% de la mortalité infantile dans ces territoires. Et effectivement, quand on parle de sous-alimentation, le problème le plus important que l'on peut mettre en avant, c'est surtout le problème de la famine. Donc on compte 50 millions de personnes souffrant de la famine, c'est-à-dire l'absence de nourriture pouvant entraîner la mort. Donc comment on explique la famine? C'est avant tout un problème de sous-développement auquel va s'agréger soit la guerre, soit les catastrophes naturelles qui vont entraîner derrière des récoltes insuffisantes. On a pu notamment voir le cas de la Sierra Leone, qui est un pays pourtant qui est riche en riz, en manioc, en blé, en poissons, en diamants, et pourtant la guerre civile n'a cessé d'amener la famine puisque les nombreux pillages ont amené les paysans à fuir leur territoire. Ainsi, si on généralise à l'échelle du monde, ce qu'on peut dire, c'est que l'on compte environ 800 millions de personnes qui souffrent de sous-alimentation, dont 50 millions de personnes en situation de famine. Et donc, du coup, on voit un lien évident entre le développement et la problématique de l'alimentation. Au Brésil, pour reprendre à nouveau le cas, là encore, on voit cette différence puisque c'est assez intéressant de voir que le nord du territoire qui est plutôt pauvre souffre de sous-alimentation, comme on peut le voir juste là, tandis que les villes du sud, beaucoup plus riches, elles vont être touchées par l'explosion de l'obésité. Maintenant, dans la deuxième partie, on va parler des solutions qui sont inégales pour assurer la sécurité alimentaire. En effet, ce qu'on peut dire, c'est que pour répondre aux défis alimentaires, il existe différentes techniques agricoles en fonction de la situation géographique. Dans les pays pauvres et les pays émergents, euh, il existe ce qu'on appelle l'agriculture vivrière. Donc c'est une forme qui est majoritairement pratiquée en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud. Et cette forme d'agriculture produit surtout des légumes et des céréales, mais en faible quantité, compte tenu de la faible mécanisation de cette agriculture. Donc c'est une agriculture qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, mais les rendements sont extrêmement faibles. Pour augmenter éventuellement les rendements, on a tendance à utiliser certaines techniques ancestrales comme la culture sur brûlis. À côté de ça, il va y avoir ce qu'on appelle l'agriculture commerciale ou intensive, en fonction de comment on veut la définir, qui va surtout toucher les pays émergents et les pays développés. Donc en gros, cette agriculture, c'est une agriculture où on va produire de façon très importante grâce à la mécanisation, grâce à de multiples techniques, de façon à pouvoir à la fois nourrir mais surtout exporter dans le but de vendre. Donc c'est une forme d'agriculture qu'on trouve parfois dans les pays du Sud, notamment le long des littoraux, comme dans les plantations, comme on peut le voir sur l'image, notamment café, cacao, agrumes. Mais la plupart du temps, ce sont les céréales, le lait, le soja, la viande, les œufs, les fruits qui sont concernés par ce type d'agriculture.
Le truc, c'est que cette agriculture, si elle arrive à nourrir de façon très importante, elle a de nombreuses limites puisque on a pu le voir, l'utilisation d'OGM, l'utilisation de pesticides, la maltraitance animale, la pollution liée au transport des produits ou encore la consommation excessive en eau remet en question véritablement cette technique. Au Brésil, là encore, on peut voir que ces deux techniques ressortent puisque dans le sud du Brésil, on a ce qu'on appelle un agrobusiness, tandis que dans le nord, c'est surtout une agriculture de type familial. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que 70% des aliments mis sur la table viennent de cette agriculture familiale, puisque le paradoxe brésilien veut que son agriculture au niveau des gros rendements est surtout vendue à l'étranger. Donc voilà un petit peu les exemples que l'on peut mettre en avant. Et là encore, il y a des conséquences catastrophiques dont la plus connue est malheureusement l'Amazonie qui est brûlée pour ce type d'agriculture. Donc maintenant, les solutions pour l'avenir. Donc du coup, comme on a pu le voir, la population ne va cesser de croître et donc du coup les besoins alimentaires vont grimper, notamment comme on peut le voir en Asie ou en Afrique. Et donc du coup, pour répondre à cette question-là, on ne peut pas s'appuyer sur l'agriculture commerciale. Un modèle est en train de se développer de plus en plus, c'est l'agriculture dite durable, qui a pour but de répondre aux différents défis, que ça soit au niveau de la production alimentaire, que ça soit au niveau de la biodiversité, mais également dans le respect des agriculteurs. Et différentes techniques commencent à être mises en place pour garantir cette agriculture durable, notamment les labels agricoles, les jardins partagés ou encore les circuits courts qu'on a pu voir en classe. De nombreux débats sont autour de la question de est-ce que cette agriculture peut avoir les rendements suffisants. Mais là encore, comme c'est une question de société, c'est l'homme qui a les réponses pour répondre à ces défis. Je vous remercie.